Bonsoir à tous. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très très heureux d'animer cette rencontre qui va durer une quarantaine de minutes. Je suis très émue parce que c'est la dernière fois que je t'ai interviewé, c'était pour la chaîne Arte, c'était pour Métropolis, c'était chez toi à Lyon. Et c'était il y a 10 ans, presque jour pour jour, c'était en avril 2013. Et ensuite, mon caméraman me disait « Mais tu as un manuscrit, tu ne veux pas lui donner, etc. » Et puis j'ai fini par lui envoyer par la poste. Et tu m'as publié. Et ensuite, le festival que je remercie chaleureusement. Il y a eu beaucoup de merci. Mais je voulais encore, c'est grâce à toi que j'ai été publié, que je suis entrée en littérature. C'est grâce au festival que bien, ce premier roman a eu un sacré bout de chemin. Donc merci. Merci Brigitte d'être présente. On va commencer. Alors, on te présente comme primo-romancière jeunesse. Donc, on va commencer par le livre Portée disparue. En 2019, tu as publié Jour de courage, que voici, qui est un roman dans lequel tu mets en scène un adolescent de 17 ans, Livio, qui va faire un exposé en cours d'histoire. Et il va retracer le destin d'un certain Magnus Hirschfeld, médecin juif allemand, et qui, au début du siècle dernier, avait milité pour l'égalité des droits hommes-femmes et des minorités, parmi lesquelles les homosexuels. Cet exposé a lieu, Livio disparaît, et l'année dernière, en 2022, tu publies une suite, en quelque sorte, qui s'appelle Portée disparue, aux éditions L'École des loisirs, dans la collection Médium, qu'on peut évidemment lire sans avoir lu Jour de courage. Et cette suite est un roman choral où, après cette disparition, des personnages vont prendre la parole. Donc il y a sa mère, il y a le père, il y a la professeure de français, Madame Martel, l'histoire, merci, Madame Martel, dont on reparlera après. Et il y a bien sûr Livio. Alors, avant de te poser la première question, j'aimerais que tu nous lises un extrait de Portée disparue, si tu veux bien. Alors là, c'est Livio qui parle, c'est l'adolescent qui a 17 ans. C'est le jeune homme qui a fait cet exposé en cours d'histoire. Vous ne connaissez sans doute pas Magnus Hirschfeld, et ce n'est pas surprenant, puisque personne dans ma classe, et peut-être pas même ma prof d'histoire, n'avait entendu parler de lui quand j'ai commencé à prendre la parole. C'est le médecin qui m'a sauvé la vie. Je me répète, mais j'insiste. Je veux dire ça, enfin, c'est celui qui m'avait sauvé la vie jusque-là, parce que c'est pas gagné. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais voilà les grandes lignes. C'est sans doute l'homme le plus courageux qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je ne l'ai pas rencontré pour de vrai, puisqu'il est mort en 1935. Il est mort et enterré à Nice. Si ça vous dit de faire le déplacement, son corps repose au cimetière de Caucade. Il paraît que c'est un peu en hauteur. Oui, un médecin juif allemand né en 1868, le premier au monde à avoir étudié la sexualité sur des bases scientifiques et que les Allemands nommaient l'Einstein du sexe. C'est drôle, non ? Le premier à avoir fondé un institut qui recevait des patients de toutes orientations, qui les épaulait, les écoutait, leur donnait conseils et traitements, et considérait que l'homosexualité n'était ni une maladie, ni un crime, ni un vice. J'y vais carrément, je ne vais pas tourner encore 10 ans autour du pot. Magnus Hirschfeld avait fondé son institut en 1919. Vous voyez un peu le courage. Il donnait des conférences dans le monde entier et avait réuni dans son institut, qui était aussi un centre de recherche, une bibliothèque qui comptait 20 000 volumes et 350 000 photographies. C'est cette bibliothèque qui a fait l'objet du premier autodafé nazi en mai 1933. Voilà pourquoi j'ai voulu raconter le destin de Magnus Hirschfeld, puisque Madame Martel demandait un volontaire pour parler des autodafés. Ça m'avait semblé une piste incroyable. J'avais fait des recherches pendant tout l'hiver. Je ne m'arrêtais plus de mener l'enquête. Ça avait occupé la majeure partie de mes soirées. Vous ne pouviez pas vous en douter. Ce n'était pas comme un truc scolaire. Ça ne me demandait aucun effort. Au contraire, plus j'avançais dans la connaissance du parcours de ce médecin avant-gardiste, plus je sentais que ses doutes, ses questions, ses choix, ses prises de position me concernaient.
et allégeait mon angoisse de ne pas être comme les autres. Magnus était comme le grand frère que je n'ai pas eu, un genre de confident auprès de qui je pouvais trouver consolation. À un siècle de distance, cela me semblait inespéré. Je me sentais plus proche d'un homme né au XIXe siècle que de la majorité de mes copains de lycée. C'est quand même une drôle de révélation. Donc, ce professeur d'histoire, Madame Martel, à un moment dans le livre, tu expliques qu'elle est convoquée par le rectorat suite à des rumeurs ignobles qui ont été répandues par un certain nombre d'élèves et de parents, parce que, évidemment, il est question d'homosexualité. Et j'ai pensé à ce qui s'est passé récemment en Floride. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouverneur a interdit aux écoles d'employer le mot gay et de parler d'homosexualité. Alors vous allez vous dire, oui, mais c'est aux États-Unis, tout ça est loin, ça n'arrivera jamais en France. Et là, je me suis rappelé qu'il y a 10 ans, vous savez, l'ABC de l'égalité qui devait être enseigné, qui devait travailler sur les stéréotypes, a été abandonné suite à des rumeurs qui disaient que le programme influençait la sexualité des enfants et qui niait les différences sexuelles. Donc je voulais te poser la question. Est-ce que c'est ce retour à l'ordre moral qui a déjà eu lieu en France et qu'on voit qui est en train de se répandre un peu partout? Est-ce que c'est ce retour à l'ordre moral qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre? Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'un écrivain s'empare ce qu'on appelle un sujet, qui est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'en général, un roman traverse tout un tas s'abreuve à tout un tas d'origines. Il s'était passé en France un événement qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup bouleversé. Il y a maintenant 7 ou 8 ans, je ne me rappelle plus exactement, c'était au moment du vote pour la loi pour le mariage pour tous. Il y avait eu à ce moment-là beaucoup de manifestations dans le pays, vous en souvenez bien. J'en parlais ce matin aux lycéens qui étaient un petit peu jeunes à l'époque. On parlait de tout ça, c'était extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, il y a eu le contre-mouvement qui s'est déroulé sous l'égide du slogan La manif pour tous. Et c'était la première fois dans ma mémoire de personnes vivant sur cette terre que je voyais dans mon pays des gens qui descendaient dans la rue pour empêcher d'autres gens d'avoir des droits. En principe, quand on descend dans la rue, c'est plutôt pour essayer d'obtenir des droits, de maintenir des droits, de faire en sorte que l'esclavage soit aboli, que la retraite ne soit pas portée à 64 ans, ce genre de choses, c'est-à-dire pour avoir des droits. Et cette fois-là, il y avait des citoyens qui descendaient dans la rue pour empêcher que d'autres citoyens aient des droits, tout en sachant que cela, a priori, ne leur enlevait rien. Théoriquement et sans doute pas symboliquement. Donc c'est quelque chose qui m'avait bouleversée. Et puis, il s'est passé d'autres choses quasiment à la même période, il y a 4 ou 5 ans. Des premiers autodafés ont eu lieu à nouveau au travers, dans différents pays. Il y a eu des livres brûlés en Pologne, des livres brûlés en Inde, des livres brûlés aux États-Unis, des livres brûlés au Canada. Notamment de collections qui s'adressent à des adolescents. Voilà, donc je me suis dit, cette expression qu'on utilise très facilement et très familièrement, qui s'appelle « plus jamais ça », ce « plus jamais », qu'est-ce qu'on en fait? Et ces autodafés qui revenaient, je m'y suis intéressée de très près, et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait que les nazis ont commencé à agir de façon concrète, visible et transparente sur leur propre territoire en brûlant des livres? Quelle était alors cette symbolique? On la comprend bien. Heinrich Heine, ce poète et dramaturge allemand, a écrit « Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes », ce qui est tout à fait la suite de cette logique implacable et terrifiante. Et j'ai voulu revenir sur ces premiers autodafés nazis et de voir comment la mécanique avait
avait marché, comment tout cela avait pris, et comment on était allé depuis cette année 33, puisque c'est le 10 mai 33 qui a lieu devant la place de l'Opéra à Berlin, les premiers autodafés, et comment tout cela s'était enchaîné. Et en faisant des études, des recherches, comme Livio faisant son exposé, je fais des recherches pour essayer de voir quelle a été la première fois, et je me rends compte que les premiers livres brûlés ont été ceux de la bibliothèque de ce médecin juif allemand, Magnus Hirschfeld, qui avait créé un institut à Berlin, le premier institut au monde qui travaillait sur la sexualité d'un point de vue scientifique, anthropologique, historique, sociologique, etc. Il avait constitué une grande bibliothèque, comme je viens de le lire. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Et j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et je me suis rendu compte que Magnus Hirschfeld, personne ne le connaissait. L'histoire avait fait en sorte qu'il soit oublié, qu'il soit passé sous silence. Et je découvre un être absolument passionnant, qui a aussi une œuvre qui a été traduite et publiée en France aux éditions Gallimard. Et cet homme a été évidemment chassé par les nazis, a été discriminé, a été passé à tabac. Il a été obligé de partir en exil, d'abord aux États-Unis, il donnait des conférences dans le monde entier. Et puis il a fini par se réfugier à Nice, où il est mort en 1935, très probablement de chagrin. Et cette histoire m'a absolument m'a saisie, et je me suis dit qu'il était peut-être urgent de la raconter. Et ça, c'était... L'Institut de sexologie a été créé en 1919, et Jour de courage a été publié, mais par un hasard que je n'avais pas vu venir, en 1919 également. En 2019. Je ne fais pas mon âge, en fait. Bien, nous te savons gré d'avoir réhabilité grâce à toi. C'est vrai, moi je l'ignorais aussi. Nous avons redécouvert cette figure. Et tu as, en plus, ce qui est rare, je me suis dit, je crois que c'est unique dans l'histoire de la littérature mondiale, 2 livres sur le même sujet, une suite, parce que c'est très très rare. Mais je me suis posé quand même la question, parce qu'on t'a présenté comme primo-romancière pour adolescents, mais tu as derrière toi une œuvre qu'on va évidemment détailler. Est-ce que alors c'est une question un peu bateau, mais est-ce que tu as écrit différemment pour les adolescents, et surtout, est-ce qu'on se sent une responsabilité quand on s'adresse à un public adolescent, sachant qu'en plus la collection Medium est très axée sur un âge... Les grands ados. C'est les grands ados. Est-ce qu'on a une responsabilité ? Eh bien, évidemment qu'on a une responsabilité, mais de toute façon, le fait d'être vivant nous donne une responsabilité, et tout un tas de responsabilités, c'est quand même pas rien. Et juste avant de répondre à ta question, j'aurais pu me contenter, par exemple, de faire une biographie de Magnus Hirschfeld. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas tant ça, c'était plutôt de qu'est-ce qu'on fait de l'histoire. Et pourquoi cette histoire-là, j'ai voulu l'ancrer dans le trait contemporain. C'est pour cela que je mets en scène Livio, un jeune lycéen qui a aujourd'hui 17 ans, qui va faire un exposé en cours d'histoire sur les autodafés, et qui va raconter l'histoire de Magnus Hirschfeld, que même sa prof d'histoire ne connaît pas. Et en racontant cette histoire-là, il va réaliser, sans jamais parler de lui, sans jamais dire « je », et sans même l'avoir prévu, ce qui peut s'apparenter à un coming out. Et je voulais savoir vraiment qu'est-ce qu'était l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, comment on s'approprie l'histoire du XXe siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la transmet, et comment ce plus jamais dont je parlais tout à l'heure peut avoir des chances d'être opérant, parce qu'on se rend bien compte qu'il est de moins en moins opérant. Sinon, pour répondre à ta question, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai publié Jour de courage, qui est un livre pour adultes aux éditions Flammarion, 2 metteurs en scène s'en sont emparés pour le mettre en scène, un à la scène nationale de Dunkerque et un autre à Montréal, au théâtre des deux rivières, ou des deux rivières, je crois. C'était juste avant le confinement. Et pour cette mise en scène, les 2 metteurs en scène m'ont demandé d'écrire des monologues. Donc j'ai écrit les monologues de certains personnages, donc j'ai réécrit complètement. Ensuite, quelqu'un de l'école des loisirs qui dirige cette collection jeunesse m'a proposé d'écrire cette même histoire, mais plutôt à destination d'adolescents, de grands adolescents.
Et là, je me suis évidemment posé la question de comment est-ce qu'on écrit pour des adolescents. C'était une proposition qui m'avait été faite par différents éditeurs depuis longtemps, que j'avais toujours refusée parce que, en fait, on me l'avait souvent proposée parce que dans mes romans, il y a très souvent des adolescents. Et puis je m'étais dit, mais je ne vois pas comment on écrit pour des adolescents. Je ne voyais pas la différence entre le fait d'écrire pour des adultes et pour des adolescents. En effet, cette responsabilité est très grande, mais quand on écrit, on a de toute façon une injonction de justesse, de précision, de travailler le style, de travailler la construction. Donc je ne voyais pas trop la différence. Donc là, je me suis lancée, mais je crois que je n'ai pas du tout... j'ai pas renoncé à grand-chose. Par contre, cet après-midi, hier et ce matin, quand je m'adressais à des adolescents qui avaient lu Portée disparue, donc la version qui s'adresse à eux, en leur parlant, en m'adressant à eux, je me rendais compte à quel point chacun des mots que j'utilisais était... là, je sentais qu'il y avait vraiment une responsabilité très grande, que je ne pouvais pas me permettre de faire des phrases à l'emporte-pièce, de me laisser aller dans aucun cliché, ce que j'essaye de faire vis-à-vis d'un public adulte également. Mais je crois que les adolescents, surtout en ce moment, je pense que le monde est très, très compliqué pour eux, que l'avenir est très probablement effrayant, même s'il l'est aussi pour nous. Et qu'on a aussi peut-être ce devoir de prendre davantage soin, de leur donner des outils, de les élever dans tous les sens du terme. Et je pense que pour les enseignants, c'est une mission extrêmement périlleuse en ce moment, doublement intéressante, mais je me dis qu'il y a des enjeux très très forts aujourd'hui que d'avoir la charge d'adolescents. Alors tu disais que tu as écrit beaucoup de livres avec des adolescents. Alors moi je me souviens très très bien, tu sais que j'adore ce livre, Nous serons des héros, où il y a deux adolescents déracinés, l'un fuit la dictature de Salazar au Portugal, l'autre vient d'Algérie, il essaie de s'apprivoiser, il y a une histoire d'armes, c'est hyper bien, franchement, ce bouquin, vous allez voir jusqu'à la dernière phrase, vous comprendrez peut-être le titre, moi je l'avais interprété comme ça. Il y a Nico aussi, qui est un de tes premiers romans. Je me souviens aussi du portrait de cette jeune femme au pair dans une année étrangère qui part dans cette Allemagne froide et un peu hostile. Qu'est-ce qui t'intéresse en tant qu'écrivain dans la figure, dans le personnage de l'adolescent ? Moi, il me semble que c'est le moment de l'existence le plus intense, le plus incandescent, le plus riche, le plus déstabilisant, le plus terrifiant. C'est vraiment le moment à ne pas rater. Il y a tout un tas d'autres moments qui vont se rejouer comme si l'adolescence se rejouait en permanence d'un bout à l'autre de l'existence. C'est la première période de deuil, en fait. C'est le premier moment où il faut renoncer à quelque chose, ce qui s'appelle l'enfance, qui s'appelle la vie où il y avait moins de responsabilités qui commençait à être chevillé à votre corps, avec ce corps qui devient différent. Et l'adolescence, pour moi, c'est le double mouvement, c'est-à-dire ce mouvement d'arrachement où il faut être capable de s'arracher à ce qui était là avant, même si ce n'était pas forcément un endroit confortable et un endroit douillet et un endroit agréable. Il y a beaucoup d'enfances qui sont très, très compliquées. Et en même temps, il faut aller vers quelque chose qui vous attire absolument, qui est l'avenir, mais qui vous effraie autant qu'il vous attire. Donc ça veut dire que c'est un double mouvement extrêmement difficile ouais, c'est comme un double saut périlleux avant-arrière en même temps. Enfin, je trouve que c'est une période qui est très longue et qui, pour certains, ne passe jamais. Je crois que pour moi, ça n'a jamais passé parce que tout ce qui se joue à ce moment-là se rejoue en permanence, du point de vue du corps, du point de vue de la relation à l'autre, la relation à la famille, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ouais, ce qui est effrayant, voilà. Je crois que quand on est adolescent, on sait tout. On sait tout sans que des mots soient posés. Et l'écriture, c'est un petit peu l'inverse de cela. Bon, je réponds de façon tout à fait pas du tout satisfaisante, mais j'ai l'impression d'être complètement à côté, mais je fais une tentative. J'aimerais, pas du tout. Lisez, Nous serons des héros. Vraiment, je vous conseille ce livre. Je voudrais juste
faire une petite note biographique. Normalement, on le fait en début. Quand on présente, il y a cet éternel monologue du modérateur, Brigitte Giraud, vous êtes née en... Donc, je vais le faire rapidement. Je voudrais préciser qu'avant d'écrire, donc ton premier roman a été publié de mémoire en 1997, La chambre des parents, qui est un monologue d'un jeune homme depuis sa cellule de prison qui s'apprête à rentrer chez lui et qui a tué son père. Donc c'est une sacrée entrée en littérature, 97. Avant, tu étais journaliste pour Libération. Tu as été un tout petit peu libraire. Tu es toujours associé à la programmation du Festival du Livre de Bron. Qu'est-ce que je peux dire? Tu parles allemand, très bien, même si tu dis le contraire, mais moi je t'ai vu parler avec l'équipe à l'époque. Tu parles allemand, tu adores le rock anglais. Tu as publié une douzaine de livres, parmi lesquels, je vais y arriver, à présent en 2001, tu as eu le prix mention spéciale du prix Vepler, décidément. Pour une année étrangère, en 2009, tu as obtenu le prix du juré Jean Giono. Tu as eu le Goncourt l'année dernière pour Vivre vite. Tu as également eu le Goncourt de la Nouvelle en 2007 pour un recueil qui est absolument génial de micro-nouvelles, micro-fiction qui s'appelle L'amour est très surestimé. Et L'amour est très surestimé, c'est un titre de chanson de Dominique A. J'ai presque fini la bio. Et Dominique A, tu l'as publié dans ta collection chez Stock qui s'appelait La Forêt ou La Verte, dans lequel j'étais publié, voici ça, voilà, où j'ai eu la chance d'être publié. Et tu as publié également un roman ado et 2 récits. Alors on appelle ça récit, c'est À présent et Vivre vite. Voilà pour l'instant biographique. Je voudrais maintenant que nous parlions d'écriture, de style. Alors j'ai trouvé dans mon roman favori de toi, qui n'est Pas d'inquiétude, mais c'est comme ça que je t'ai découvert. Donc forcément ça a une importance pour moi. Alors, je vais essayer de retrouver la page. Ah oui, page 76. Tu m'en veux si je coupe la phrase en plein milieu, parce que la phrase est très, 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 très longue. Donc, je vais couper un moment. Je vais faire comme s'il y avait un point. Tu m'en veux pas? Bon. Le soir, en rentrant, alors que nous avions fait... Alors que nous... Je reprends. Je suis pas un très bon lecteur. Le soir, en rentrant, alors que nous avions déjà préparé le repas, Lisa et moi, et que sautaient dans la poêle quelques pommes de terre sur lesquelles je casserais des œufs, ma femme me fonça dessus et me raconta l'épreuve qu'elle venait de vivre, m'en livra les moindres détails, et plus tard à table, elle poursuivit son monologue comme s'il lui fallait épuiser le sujet, en remâcher chaque étape, revivre cette journée vertigineuse minute par minute, et je la laissais déverser l'intensité de sa tension, je la laissais se délester petit à petit de l'émoi qui l'occupait. Alors, j'ai trouvé ce passage passionnant parce que tu écris beaucoup de monologues, alors pas toujours, mais il y a une grande partie de tes livres qui sont écrits à la première personne et qui sont des monologues. Et je me suis demandé si, pour toi, en tant qu'auteur, le monologue avait cette fonction en littérature, c'est-à-dire d'épuiser le sujet en revenant sur l'infiniment petit, sur chaque détail. Est-ce que c'est ça le monologue pour toi? Je ne sais pas exactement, mais ce livre qui s'appelle Pas d'inquiétude, c'est un roman qui met en scène... c'est un homme qui parle. Ça se passe dans une famille dans laquelle un enfant tombe malade. Il y a 2 enfants, l'un des 2 tombe malade. Et l'homme peut obtenir auprès de son travail, il est ouvrier imprimeur, des RTT, justement, il ne parvient pas il a épuisé ses congés. Des collègues lui font don de RTT pour qu'il puisse s'occuper de son enfant. Et suite à différents faits divers, et notamment un fait divers qui avait eu lieu dans la Loire, dans l'usine Badois à Saint-Galmier. Au moment où la société française trouvait que c'était merveilleux que des ouvriers puissent donner leur RTT à d'autres ouvriers, il y avait une loi qui était en train d'être votée, et le livre qui a été pris à contrario de ce que j'essayais de dire a permis que cette loi soit votée. Ce que je voulais mettre en scène, c'était cet homme, et c'était le rapport à la paternité.
c'était important que ce soit lui qui ait du temps avec son fils, alors que la mère était happée à l'extérieur par son travail, contrairement au modèle qui a longtemps dominé notre société. Et je voulais voir ce que donnait la paternité en faisant l'expérience du roman écrit au jeu avec le monologue du père. Je voulais voir ce que ça donnait dès lors où le père et le fils ont du temps à l'infini, en me disant que être père ou être mère, c'est pas forcément la même chose quand on a des petits bouts de temps à l'arrache comme ça à la fin de la journée, ou un week-end sur deux, ou le temps de vacances. Qu'est-ce que c'est que d'être père quand on est H24 avec son enfant? D'autant plus que quand son enfant est souffrant, et quand il ne peut pas déployer sa part virile, ce qui est une de mes obsessions, le masculin, la virilité possible ou impossible, qu'est-ce qu'on fait ensemble, vraiment, tout en sachant que ce père, pardon, je suis un petit peu longue, mais c'est important que vous connaissiez le contexte, d'autant que ce père, comme ses collègues lui ont donné des RTT, il va se sentir redevable. C'est vraiment un roman qui parle du don, du contre-don, de la dette. Et quand on vous fait un cadeau, entre guillemets, aussi puissant que par exemple 3 mois de congé dont les collègues se sont privés, vous êtes à votre tour plus ou moins amputé, c'est-à-dire qu'il est difficile de prendre une place, de garder la place dans l'entreprise, y compris la place de celui qui peut contester. Vous devenez soumis. Et ce qui m'intéresse dans l'ensemble des romans que j'ai publiés, me semble-t-il, c'est le rapport de soumission et de domination. Qui domine qui et qui est soumis à qui, que ce soit dans le couple, dans l'entreprise, dans la société, à tous les niveaux. Et donc c'est vrai que le monologue, c'est l'endroit qui permet à l'obsession d'aller au bout du lien au moindre détail, et notamment au moindre détail de la vie domestique et quotidienne, qui m'obsède pas mal. Parce que, comme vous savez, tout se loge dans les détails. Le diable et Dieu et tout un tas d'autres choses. Je me trompe ou c'est l'un des seuls livres qui est raconté au jeu par un homme? Non, La chambre des parents, le premier. Le premier, voilà. C'est un homme qui parle et qui dit je. Très peu de fois, tu as utilisé un narrateur masculin. Si, ça revient assez souvent. Quand on publie, quand on dit je à la place d'un personnage féminin et qu'on est soi-même une femme, ça peut être très compliqué parce que le lecteur peut imaginer que le je est sans filtre et parle directement de l'auteur. Et dans mes premiers romans, j'avais un petit peu peur de cette... donc je me planquais, j'avais tout un tas de mises en abîme pour essayer de disparaître. Est-ce que tu serais d'accord, je ne sais pas si tu aimes... Moi j'ai une passion pour catégoriser les genres et les romans, mais peut-être que tu ne seras pas d'accord, pour dire qu'il y a certains de tes romans qui sont plus autobiographiques, d'autres qui sont plus fictionnels. Alors quand je dis autobiographique, parce qu'on range À présent et Vivre vite, qui a obtenu le Goncourt l'année dernière, comme des récits. Est-ce que ça te correspond, ça te va comme catégorisation, ou est-ce que tu fais partie des auteurs qui vont me répondre, tu auras raison, que voilà, fiction, autofiction, tout ça ne sont pas des termes, sont peut-être des termes un peu dépassés, même un peu ringards. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça ? À vrai dire, moi je m'en fiche un peu. Vivre vite, pour moi, j'ai l'impression que c'est un roman autobiographique. Et j'ai l'impression que tous les romans que j'ai écrits, même quand je parle à la place d'un homme, mettent en scène des obsessions qui sont personnelles, des questionnements, essayent comment dire, de rendre explicite ce qui est opaque. Chaque roman est une enquête pour essayer de comprendre pourquoi le lien entre les êtres se fait de cette façon, pourquoi la manipulation, que ce soit des êtres, des états envers les hommes existe, comment elle est appliquée, comment... j'ai publié un roman qui parle de la guerre d'Algérie, qui met en scène ce qu'a vécu mon père. Ce roman s'appelle Un loup pour l'homme. Voilà, ce père qui a été appelé quand il avait une vingtaine d'années et qui a demandé à ne pas tenir une arme et de faire à la place une formation d'infirmier. Et il va être
affecté dans un hôpital militaire à Sidi Bel Abbès. Il pense qu'il va échapper à la guerre, mais il va être plutôt du côté, enfin on ne disait pas guerre à l'époque, hein, il pense qu'il va échapper à la violence, et il va être du côté de ceux qui soignent, de ceux qui réparent, de ceux qui consolent, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément le premier endroit de la virilité, encore une fois, plutôt que d'être du côté de ceux qui ont les armes et qui vont pouvoir faire régner la terreur. Voilà, c'est le genre de choses qui me fait écrire. Et je ne sais plus quelle était ta question, mais... Non, sur l'autobiographie. Genre, enfin... Donc là, on est dans un roman parce que j'ai vraiment mis en scène un roman avec des personnages. Et là, c'est le premier roman qui n'était pas écrit au jeu parce que je ne pouvais pas, en racontant l'histoire du père, trouver un seul des personnages qui s'exprime au jeu. Ça me paraissait inconvenant, ça me paraissait... c'était vraiment impossible. Mais pour autant, dans ce roman-là, je peux aller très loin dans ce que je mets en scène politiquement parlant ou intimement parlant. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas impliquée directement dans ce roman, mais tout ce dont je parle est une réalité absolue. Tout ce que je dis autour des enjeux de la guerre d'Algérie est absolument véridique et historiquement parlant, comme dans le roman qui parle de Magnus Hirschfeld. Et pour autant, ça va parler de moi indirectement, mais pour moi, il n'y a pas de grande différence. Pour moi, ce n'est pas fondamentalement autre chose. Et justement, dans Vivre vite, tu reviens, alors, encore une fois, dans un monologue, où tu traques chaque détail, chaque événement qui ont, j'avais pas arrivé à le dire, mais qui ont conduit inéluctablement, pardon, c'est pour ça que je mets très peu d'adverbes, parce que j'arrive pas à les prononcer, à la mort de ton compagnon il y a un peu plus de 20 ans. Et alors, en relisant le livre, donc c'est toujours si ça n'était pas arrivé, mais je te laisserai expliquer le projet littéraire qui est à la fois biographique et autofictif, mais qui, par la forme et par l'originalité de la forme, voilà, qui moi, m'a complètement saisi. Je crois que je n'avais jamais lu ça auparavant. Et pourtant, à un moment, tu écris « Il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de si ». Et alors là, j'étais chez moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a voulu signifier par là ? Est-ce que ça veut dire que la littérature n'a pas de réponse à apporter parce qu'on fait des livres, on n'est pas des philosophes, on ne fait pas des sciences humaines. Est-ce que c'est ça que tu as voulu signifier ? En fait, il s'agit d'un accident de moto qui a eu lieu le 22 juin 1999, dans lequel mon compagnon trouve la mort. Et ce qui est très compliqué quand un accident vient couper votre vie en deux de cette façon, un accident, l'étymologie du mot accident, ça veut dire ce qui tombe par hasard. Donc là, c'est l'histoire d'un homme qui tombe. Il n'y a pas d'explication à l'accident. J'ai un rapport de police qui ne donne pas voilà, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas quelqu'un qui coupe la route, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas un responsable, une victime, etc. Il n'y a pas du tout ça. Et donc j'essaye de comprendre l'incompréhensible. Nos cerveaux humains ont besoin de mettre du sens là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de sens, donc j'essaye malgré tout de voir si quelque part... donc il y a ce mot, ce qui tombe par hasard. Le hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe et qui veut dire un jeu de dés. Donc là, vraiment, la contingence, le truc qui tombe comme ça. Puis de l'autre côté, il y a un autre mot qui vient de l'arabe qui s'appelle le mektoub, qui à l'inverse, qui veut dire c'était écrit. Donc j'essaye de voir est-ce que c'était écrit. Et puis il y a une troisième notion, un troisième concept à géométrie variable qui s'appelle le déterminisme. Déterminisme social, géographique, géopolitique, etc. Et j'essaye de voir en fait qu'est-ce qui a pu produire l'accident, parce que j'avais remarqué que les jours, les semaines et les mois qui avaient précédé l'accident, rien ne s'était passé comme prévu. Il y avait eu des hasards tout à fait étranges, des coïncidences extrêmement bizarres. Il y avait eu des signes en fait que je n'avais pas vus. Mais les signes, vous ne les voyez que quand il s'est passé quelque chose de grave, ou quand il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un livre qui interroge finalement cette notion de destin sur un plan extrêmement pratique,
en traquant là aussi le moindre détail. Et je savais qu'il y avait 2 poids lourds de questionnement qui pouvaient commencer par-ci. Il y avait notamment l'acquisition d'une maison que je m'étais mise en tête de mener jusqu'à son terme, dont j'étais responsable, parce que c'était moi qui voulais acheter cette maison. Et cette maison n'était pas à vendre. Donc là, j'avais tout un tas de voyants qui étaient au rouge, et moins elle était à vendre, et plus je m'entêtais à essayer de l'acquérir. Vous savez, la façon dont on peut être totalement fou par rapport à ces lieux dans lesquels on a envie d'habiter. Donc moi, j'étais un petit peu la championne de ça, essayer de visiter des endroits. Chaque fois, c'était trop cher, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être dans cette recherche de cette quête du lieu idéal. Et paradoxalement, chercher un lieu pour habiter, ça veut dire se mettre à l'abri ou essayer d'échapper au danger. Enfin, et c'est en fait le contraire. C'est ce qui nous a exposé au danger par une suite de mécaniques que je mets en scène dans le livre. Donc là, il y avait quelque chose... je me suis dit tout de suite, mais évidemment, si je n'avais pas fait des pieds et des mains pour acquérir cette maison, voilà, ça a commencé comme ça. Puis il y avait un autre si qui était très, très important. C'est l'histoire de cette moto qui n'appartenait pas à mon compagnon, qui est une moto qu'il n'aurait jamais dû conduire, qui n'aurait jamais dû être là. Ce jour-là, j'aurais dû être présente, mais j'ai changé mon aller-retour à Paris chez mon éditeur. Enfin, tout ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, les jours qui ont précédé, a été une suite de dysfonctionnements totalement foutraques. Ça veut dire qu'on est obligé de se refaire le film, parce que vous ne pouvez pas faire autrement face à un accident. Je pense que vous avez tous vécu ça, mais si j'avais passé ce coup de fil à ce moment-là, ce coup de fil que j'aurais dû passer, etc. Donc cet autre poids lourd, c'est ce rapport à la moto sur laquelle il circulait ce jour-là, qui était une 900 CBR Honda Fireblade, ce qui veut dire lame de feu, qui était construite au Japon par cette firme Honda magnifique et cet ingénieur Tadao Baba absolument fabuleux auprès duquel je suis allée enquêter. Et cette moto, elle était interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, mais réservée à l'exportation vers l'Europe, et notamment vers la France. Et là, ça commence vraiment. C'est-à-dire que le début du récit commence à partir du moment où j'ai cette info, c'est-à-dire le jour des obsèques. Là, je commence à me dire, bon, il y a quelque chose, le libéralisme commence à devenir très, 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 très violent. C'est-à-dire que la mondialisation, la course au profit. Donc là, j'ai 2 pôles importants. Un qui a un rapport d'accéder à la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Qu'est-ce que ça signifie de devenir propriétaire? C'est l'histoire aussi d'un petit embourgeoisement, c'est l'histoire de la gentrification d'une ville. C'est une histoire finalement qui part de l'intime, mais qui n'a de cesse de résonner avec le collectif, avec le politique, avec le sociologique. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, quand je dis un je, quand je dis je, là je parle de mon histoire, mais mon histoire ne m'intéresse pas plus que n'importe quelle autre histoire. Elle m'intéresse dans la mesure où elle résonne avec l'histoire des autres, et l'écriture de ce livre m'a montré à quel point nous sommes tous reliés. Comment je suis, moi, reliée à Tadao Baba, qui vit à l'autre bout de la planète, qui vient de partir à la retraite, qui a 69 ans, qui est un véritable héros dans son pays, parce que le Japon est un pays qui va fêter ses ingénieurs, alors que nous autres en France, nous ne connaissons pas trop le nom de nos ingénieurs. Bref, juste un autre petit exemple, l'accident a lieu par exemple devant l'hôtel à Lyon, dans la ville de Lyon où je vis, devant l'hôtel 5 étoiles Le Reine Astrid, et devant lequel moi je suis passée des dizaines et des dizaines de fois, et je ne m'étais jamais posé la question de savoir qui était la Reine Astrid. Et là, comme c'est le lieu qui est inscrit sur le rapport de police, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'a vécu cette Reine Astrid? Et je me rends compte qu'elle est morte à 23 ans dans un accident de voiture conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique, etc., etc. Et je me dis, tiens, ça commence à... Là, il y a peut-être un début de sens, il y a quelque chose. Et puis, je continue et je me rends compte que d'un bout à l'autre du livre, il y a même Stephen King qui est là, il y a le naturaliste Émile Guimet, il y a même Elie Kaku qui surgit. Et je me rends compte que cheminant dans l'écriture de ce livre, 20 ans après, je vois que... de par l'espace, de par le temps, nous sommes tous en lien les uns avec les autres. Et ce n'est pas du tout un début de consolation, c'est pas du tout un début d'apaisement, c'est pas du tout un début de... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être essayer de trouver du sens là où il n'y en a pas, et essayer à part écrire, je ne vois pas ce que je peux faire
de cet état-là. Et tu l'as dit, de créer du lien, parce que c'est quand même pour ça c'est à ça que servent les artistes aussi, c'est à créer du lien et à se sentir moins seul. Quand on lit un livre, enfin, en tout cas, moi, je me sens souvent moins seul. Alors, je regarde Évidemment, j'avais encore 19 questions. Je vais devoir sacrifier... Évidemment, je n'arrive plus à mettre mon... Alors, je ne sais plus. Attendez, pardon, hein, je regarde. Ah, déjà 37 minutes et 4 secondes. Je ne sais plus quelle question de poser maintenant. Parce qu'on est presque fini. C'est 45 minutes, c'est ça, le maître du temps? Est-ce que quelqu'un me répond? Maître du temps, 45 minutes. Je vais te poser une question et ensuite tu liras un extrait de Vivre vite. Sur le Goncourt, alors plutôt que l'éternelle question sur qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, il y a quelque chose... Non, tu voulais répondre? Il y a le choix du Goncourt à l'étranger, dont on parle assez peu. Alors que signifie, parce que je voyais passer dans la presse, le choix du... Brigitte Giraud a gagné le choix du Goncourt en Inde, en Chine, dans je ne sais pas combien de pays. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Qui sont ces gens, ces personnes qui votent pour ton livre à l'autre bout du monde? Encore une histoire de lien. En fait, c'est très beau. Depuis 3 ou 4 ans, c'est assez récent, l'Académie Goncourt, donc les 12 jurés Goncourt, pendant le reste de l'année, outre le fait qu'ils lisent ou qu'ils sont censés lire, vont être les ambassadeurs de la langue française dans le monde entier. Et ils créent avec des étudiants et des universités, via le biais des alliances françaises, des jurés. Donc ce sont des étudiants qui sont en Master 2 ou en doctorat, des étudiants étrangers qui parlent un français absolument impressionnant. Je suis beaucoup en visio avec eux en ce moment. Et qui ont créé dans 69 pays étrangers des prix Goncourt. Donc ils se basent sur la deuxième sélection du Goncourt. La première sélection, c'est 5 écrivains français sélectionnés. La deuxième, c'est 8. La troisième, c'est 4. Et puis la dernière, il y a un auteur qui est primé. Donc eux partent de la deuxième sélection. Ils vont lire en français les 8 livres de cette sélection. Et puis, ils vont voter. Et comme le vote se déroule à peu près en ce moment, ça veut dire qu'ils ont déjà eu quasiment 6 mois pour lire, qu'ils lisent vraiment et qu'ils débattent entre eux. Alors la plupart du temps, là j'ai eu la Chine il n'y a pas très longtemps, donc ils ont des distances. Il y a des universités à Wuhan, à Pékin, à Shanghai, dans différents pays. Le Moyen-Orient, c'est à la fois, enfin les pays arabes, c'était à la fois le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Égypte. C'était assez impressionnant d'avoir par visio tous ces jeunes gens. Et je trouve que c'est finalement ce qu'il y a presque de plus excitant, parce que je me dis qu'un livre qui a été écrit par quelqu'un de mon âge, dans un pays qui est la France à un moment donné, qui est un livre qui est supposé parler de l'intime, comme certains ont pu me le reprocher au moment où le livre a reçu le prix. Je me dis que ce livre peut toucher des gens qui ont une vingtaine d'années à l'autre bout de la planète. Et finalement, ça me questionne, ça me rassure. Et ça, je ne sais pas, je trouve que c'est très beau, que des jeunes gens aient de quoi débattre de littérature et continuent à apprendre des langues étrangères. Et c'est pas mal que tout cela existe. Je voudrais qu'on finisse par un extrait donc, de Vivre vite. Je voulais juste ajouter un mot pendant que tu te prépares, pendant que tu trouves... Pendant que je vais chez le coiffeur. C'est ça. Non, je voulais vraiment... Vous avez compris que j'aime beaucoup l'œuvre de Brigitte. T'es obligée. Je suis obligée. Je vous encourage vraiment à la lire parce que d'abord, vous l'avez entendu à travers son intervention, c'est une œuvre qui est très très riche au niveau des motifs, au niveau des thèmes, même si j'aime pas tellement ce mot, mais qui parle de l'adolescence, qui parle du couple, qui parle de la disparition, de la mort sous toutes ses formes, qui parle aussi du huis clos, qui parle de la maison, de l'exil, qui parle des gens qui sont déracinés. Tu l'as dit, qui lie l'intime au collectif, mais d'une manière dont beaucoup d'écrivains devraient s'inspirer. Que tu as l'art de l'intrigue. On ne le dit pas assez souvent, mais tes romans sont
hyper bien construit. Il y a énormément de tension, de suspense, de dramaturgie. Et puis il y a une très 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 belle écriture dont on a dit qu'elle était simple, que c'était une ligne claire, mais qui est une écriture très précise. Et avec des personnages qui sont, on en parlait avec le monologue, qui sont toujours en mouvement, qui sont en mouvement à la fois dans leurs gestes, dans leurs déplacements. Et il y a un mouvement de la pensée. Et ça rend des livres très, 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 très denses et très hypnotiques. On est vraiment happé quand on rentre dans l'un de tes romans. Et voilà, moi je voulais, j'allais dire te remercier, mais c'est vraiment un grand écrivain et j'étais très heureux de refaire cet entretien 10 ans après. Donc rendez-vous dans 10 ans et nous allons donc sortir de la maison et nous allons t'écouter. Parce qu'en fait, ce qui précède le petit chapitre, le petit paragraphe que je vais vous lire, comme vous l'avez compris précédemment, il y a 23 petits chapitres qui s'enchaînent, qui commencent tous par si. Si je n'avais pas eu les clés à l'avance, si ceci, si cela, qui fonctionnent comme un puzzle, de façon presque péréquienne, tout en sachant que si une seule des pièces du puzzle ne s'emboîte pas, l'accident ne peut pas avoir lieu. Et là, on est après. C'est un petit chapitre qui vient... qui vient clore le livre, qui s'appelle l'éclipse. Tout le monde parlait de l'éclipse. Tu n'aurais pas imaginé. Chacun cherchait les lunettes appropriées pour regarder le soleil, supposé disparaître derrière la lune en pleine journée. Il n'était question que des lunettes qu'on pouvait trouver dans les bureaux de tabac, à Monoprix, sur les stands du marché, les lunettes homologuées et les autres, des contrefaçons, qu'il fallait éviter sous peine de se brûler la rétine. L'éclipse occupait ce dernier été du siècle. C'était une dernière fois l'été, une première fois l'été sans toi. Paco Rabanne annonçait la fin du monde avec le crash de la station Mir sur Paris, et je lui étais reconnaissante d'apporter enfin une nouvelle qui me concernait. Je voulais le croire, je voulais lui donner raison. Nous serions tous enfin engloutis, tous égaux, mais je ne pouvais confier à personne cette mauvaise pensée. Le 11 août, je n'avais rien de prévu, pas plus que le 10 ou le 12, la semaine désespérément vide. J'entrais dans cette longue plage de temps, comme si j'avançais dans un terrain vague. Je m'étais levée si tard que le soleil était déjà haut et l'éclipse était programmée pour 11h22. J'avais besoin de ce chiffre 22 qui revenait. J'ai démarré la voiture après être restée exagérément longtemps sous la douche. J'ai franchi les kilomètres qui me séparaient de la maison de mes parents, sans allumer l'autoradio. Je ne pouvais plus écouter de musique. Je comprenais Marguerite Duras, qui disait à quel point la musique pouvait la dévaster, ce que j'avais jusqu'alors pris pour une déclaration un peu poseuse. Autoroute, vacanciers, remorques, bateaux à moteur, couple, enfants, la vie qui coule comme d'un robinet d'eau tiède, la vie des autres. J'avais 36 ans et j'allais chez mes parents pour regarder l'éclipse. J'espérais que Paco Rabanne avait raison. Drôle d'animal ce Paco, que j'aimais soudain. Lui aussi avait perdu son père jeune, fusillé par Franco. Je me disais que si Paco Rabanne y était arrivé, mon fils, Théo, devrait y arriver. Je pensais par association d'idées. Ça me traversait n'importe comment. Un père fusillé, et 20 ans plus tard, l'enfant devenu adulte signait un défilé avec ses 12 robes importables, faites de métal, de verre, de cuir, qui révolutionnaient l'esthétique. L'enfant devenu couturier était le premier à faire défiler des filles noires. Il emmerdait le monde, ce Paco, qui commençait à sortir de son corps à l'âge de 7 ans pour faire des voyages astraux dans lesquels il vivait d'autres vies, toutes extravagantes, d'autres vies que celles qu'il avait jetées dans les camps d'Argelès avec sa mère médium et le fantôme de ce père absent. En cet été, tout le monde se moquait de Paco Rabanne. Bien sûr qu'on avait envie de le tourner en ridicule. Un type qui se prétendait basque, descendant des Atlantes, qui annonçait la destruction de Paris et la fin du monde parce qu'il se fiait aux prédictions de Nostradamus. Un type qui affirmait que l'année 1999 serait le moment de la grande explosion. Il y en avait un paquet que cette prophétie n'arrangeait pas du tout,
Mais alors, pas du tout. Alors que moi, ça me libérait. Je priais au volant de ma voiture pour qu'à 11h22, le ciel s'assombrisse, puis soit de plus en plus noir et menaçant, mangé par les ténèbres et bientôt par un brasier qui ferait flamber la terre comme une torche. Mon père a surgi derrière le portail, fébrile, alerté par le bruit de la 106. Il a consulté sa montre et m'a pressé. Pas question de prendre un café, ni de se laisser tomber dans un fauteuil. Pas question de se demander comment on va. De toute façon, ça, on n'y arrivait pas. Il m'a tendu les lunettes qu'il avait prévues pour nous trois, distribuées avec son abonnement au Progrès, et nous a obligés à nous tenir debout sur la terrasse, ma mère d'un côté et moi de l'autre. Nous apparaissions comme des personnages peints par Edward Hopper, figés devant le paysage, un peu raides et empruntés, en attendant que le spectacle commence. Je n'avais pas regardé vers l'horizon depuis le jour de l'accident, effrayée par la beauté qui m'était devenue inaccessible. Ma cousine m'avait emmenée à Giverny en juillet pour que je reprenne mon souffle. J'avais essayé d'apprécier les nymphéas, tout ça. J'étais encore en plein déni. Je percevais le monde comme à travers une vitre. C'était le début d'un long parcours où j'aurais la sensation de voyager assise à côté de moi. Tu étais peut-être dans le ciel après tout, comme l'avait dit la tante Olivia à Théo le jour de tes obsèques. Ton papa va monter au ciel. Théo avait dû avaler des phrases comme ça pendant qu'on me glissait à l'oreille « Ce qui ne te tue pas te rend plus forte ». Mais je scrutais le ciel bien plus que je n'aurais dû. Et heureusement, mes lunettes de carton me protégeaient. Les voisins se sont installés dans leur potager et ont fait un signe à mes parents. Un vol d'hirondelles a plongé en piqué avant de disparaître. Un chien a aboyé jusqu'à gémir de plus en plus faiblement. Tout est devenu silencieux. Tout était lourd et inquiétant. La chaleur de la terrasse a reflué et l'ombre a gagné. J'ai senti le chaud qui se changeait en froid, comme si le sang se retirait de mes veines et de mon corps tout entier. Merci beaucoup Brigitte, merci à toutes et à tous de votre écoute attentive et puis bon festival. Bonne soirée. Merci.